Bonjour à tous. Assassinat à Paris, 28 ans pour avoir tué sa belle-mère. Explication dans cette vidéo. Vendredi 18 décembre 2015. Il est 19h22 quand des policiers débarquent en force dans un immeuble chic du boulevard Malesherbes, à Paris. Un locataire les a appelés en parlant d'un crime au premier étage. Les agents montent l'escalier 4 à 4. On ne leur a pas menti. Un homme d'une trentaine d'années est allongé sur le tapis du palier, simplement vêtu d'un caleçon et de chaussettes. Il est couvert de sang et présente plusieurs plaies par arme blanche à la poitrine. Dans sa main, un couteau de cuisine ensanglanté. S'agit-il de l'agresseur ou de la victime? Interrogé, l'individu dit s'appeler François-Xavier de Morogiafri. Ses propos sont confus. Ma mère a été tuée, dit-il en désignant la porte close d'un appartement. C'est mon beau-frère. Où habite-t-il, votre beau-frère? Rue Juliette Lambet. Tandis que plusieurs flics foncent sur place, d'autres enfoncent la porte désignée. Odile de Morogiafri, 74 ans, gît dans sa salle de bain au milieu d'une mare de sang. Elle a reçu une trentaine de coups de couteau. La voisine d'en face, qui s'est occupée du blessé sur le palier en attendant les secours, confie qu'il est schizophrène. Il est alors 19h50. Au même moment, rue Juliette Lambet, la deuxième équipe sonne à la porte de Cyril Berger, le fameux beau-frère. L'homme, un grand brun mince d'une quarantaine d'années, leur ouvre. Il s'efforce d'avoir l'air désinvolte, mais quelque chose dans son attitude sonne faux. Les policiers remarquent qu'il a le front luisant de sueur et le souffle court. Sa chemise humide lui colle aux pectoraux. Un des agents dira plus tard, « J'en avais déjà vu, des mecs pas tranquilles, mais lui, c'était la palme. » Interrogé, Cyril Berger prétend être rentré chez lui vers 18h30. Une enquêtrice remarque une petite tache brunâtre sur sa chemise, une entaille à son poignet droit, et des griffures au gauche. On le palpe par sécurité. Il n'a pas d'arme sur lui, mais une burette d'essence à briquet et plusieurs hippos. Je fume trop, avance-t-il. Au même instant, un véhicule de pompiers arrive dans la rue et se gare au pied de l'immeuble. Les soldats du feu se précipitent à la cave. On leur a signalé un départ d'incendie. Quelques minutes plus tard, ils remontent rassurés. Le feu s'est éteint de lui-même. Sur le sol en béton ne demeurent que des cendres fumantes et des débris de carton. Qui a eu l'idée saugrenue de faire une flambée à cet endroit au risque d'embraser tout le quartier? Un peu dépassés, les policiers annoncent à Cyril Berger que sa belle-mère est morte assassinée, et que son beau-frère, blessé, l'accuse du crime. Je n'ai tué personne. Proteste-t-il. Je n'ai pas bougé de chez moi. C'est alors qu'une jeune femme élégante se présente à l'entrée de l'immeuble. Il s'agit de la femme de Cyril Berger, Marie-Elvire. Les policiers l'accompagnent. Que se passe-t-il? Demande-t-elle en découvrant la nuée d'uniformes chez elle. On lui explique que son mari va être placé en garde à vue. Marie-Elvire de Morogiafri, bien qu'avocate et descendante de maréchal d'Empire, n'a jamais été mêlée à la moindre affaire criminelle. La voilà servie, sa mère est morte, son frère à l'hôpital, et on embarque maintenant son mari menottes au poignet. Au siège parisien de la PJ, Cyril Berger est à nouveau entendu. Le chef d'entreprise de 42 ans continue de nier toute implication dans le crime. Il conteste aussi être à l'origine de l'incendie de la cave. Un policier lui demande pourquoi il a une entaille à son poignet droit. Je me suis écorché hier sur un chantier. Les griffures au gauche? Ce sont les menottes qui m'ont fait ça. Où était-il à 19h? Chez moi, j'attendais ma femme. On devait aller chez des amis pour un anniversaire. Les enquêteurs continuent de trouver son attitude bizarre, mais ses réponses se tiennent à peu près. Peut-être que le coupable, c'est ce François-Xavier, le dénonciateur schizophrène. C'est en tout cas lui qui tenait le couteau, et ses blessures se sont révélées superficielles. Il a dû se les faire lui-même. Résultat, les soupçons sont lourds quand François-Xavier est entendu à son tour. L'homme raconte qu'il était à l'appartement quand il a entendu sa mère crier. Il s'est précipité et a découvert Cyril. Accroupi auprès d'elle, qui la poignardait dans le dos. Il a tenté de s'interposer, mais Cyril l'a frappé à son tour. Il a finalement réussi à lui arracher le couteau et à s'enfuir sur le palier. Un des deux hommes ment, mais lequel?
Vu le profil des deux suspects, les enquêteurs tranchent rapidement. Ils relâchent le chef d'entreprise et coffrent le schizophrène. Mis en examen pour assassinat, François-Xavier de Moreau-Giaffry est écroué dans un service psychiatrique. L'avenir montrera que c'était allé un peu vite en besogne. Mais il faut rappeler le contexte. À l'époque, Paris se relève à peine des attentats du Stade de France et du Bataclan. Pour eux, clôturer cette affaire est aussi se soulager d'un poids. Tous passent donc à autre chose. Mais dans le service, une policière continue pourtant de mal sentir l'histoire, la commandante Sylvie Tomasi. Les autres la chambrent un peu. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Bien sûr, que c'est le schizo. Il y a quelque chose de pas très net dans cette affaire. S'entête-t-elle? Sylvie Tomasi faisait partie de l'équipe qui a interrogé Cyril Berger le soir du meurtre, et plusieurs détails la tracassent. D'abord le fait qu'il était en sueur, comme s'il avait couru le marathon. Ensuite, ses griffures à son poignet gauche. Enfin, cette essence et ses briquets dans sa poche, alors qu'un incendie venait de se déclarer. Peut-on croire à une coïncidence? Avec l'accord du juge, la commandante ouvre le dossier et décide de pousser plus en avant ses investigations. Elle ne tarde pas à découvrir de nouveaux éléments troublants. La voisine qui a porté secours à François-Xavier raconte que juste avant, elle a vu une ombre sortir de l'appartement des Moreau-Giaffry. Un autre voisin confirme, il a vu lui aussi un homme sortir de l'immeuble. Il était vêtu d'un pull à capuche sombre, précise-t-il. Il masquait son visage avec un objet. L'homme est-il rentré en courant chez lui, ce qui expliquerait son essoufflement à l'arrivée des policiers? Est-il passé entre-temps par la cave, pour y brûler son sweat éclaboussé de sang? Les cendres du petit feu ont heureusement été conservées. Sylvie Tomasi se les fait remettre, les examine, et y découvre un anneau doré. Une alliance gravée au prénom de Cyril et de son épouse Marie-Elvire, avec leur date de mariage. La commandante de police cherche une explication. Cyril Berger a pu retirer son alliance avant de passer ses gants de vaisselle et commettre le crime. Il aura rangé l'anneau dans la poche de son sweat, et ensuite oublié de le reprendre. Dans la foulée, l'enquêtrice interroge un employé ayant accompagné Cyril Berger lors de sa visite de chantier. A-t-il vu son patron se blesser au poignet? L'homme ne s'en souvient pas. Mais il est formel, s'il y avait eu un incident de ce type, il était là, il aurait vu ou su. Pour finir, Sylvie Tomasi fait analyser des prélèvements effectués dans l'évier des Bergers. C'est le coup de grâce, le labo y décèle d'infimes traces du sang d'Odile de Moreau-Giaffry. Et c'est encore le même ADN qu'on retrouve sur la chemise tachée de Cyril. Le crime est signé. Puis en 2015, Odile de Moreau-Giaffry, la belle-mère, touche un héritage conséquent. Cyril, qui vient régulièrement la voir, essaie-t-il de lui en gratter un peu? Le dimanche 13 décembre en tout cas, 5 jours avant sa mort, elle se confie à une amie à la sortie de la messe. Cyril va encore me mettre la pression. Autant d'éléments qui pèsent lourd dans le dossier, tandis qu'en ce mois de novembre 2023, 8 ans après les faits, Cyril Berger comparaît devant les assises de Paris, pour y répondre de l'assassinat de sa belle-mère et de tentatives d'assassinat sur son beau-frère. Désormais divorcé, l'accusé comparaît libre après 1 an de détention préventive. Son discours n'a pas changé. Jamais de ma vie je n'ai agressé physiquement la moindre personne, affirme-t-il d'emblée face à la cour. Je n'ai pas tué Odile ni essayé de tuer François-Xavier. Son alliance retrouvée dans les cendres à la cave? Je ne sais pas. La veille, je l'avais posée sur ma table de nuit pour me couper les poils des doigts. La tache de sang dans l'évier? Il arrivait à ma belle-mère de venir nous voir à l'appartement? Le 7 décembre, Cyril Berger a été condamné à 28 ans de réclusion et devrait certainement faire appel. Auquel cas il redeviendrait présumé innocent. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.